Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, je suis accompagné de Laetitia Ternier qui se présentera juste après et on va vous présenter comment constituer une équipe pluridisciplinaire. Donc, à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Laetitia évidemment se présenter à vous. Bonjour, je suis Laetitia Ternier, coach agile et coach professionnel. Donc moi, j'ai découvert l'agilité en 2011 en travaillant sur les trains de marchandises en tant que product owner. Et puis, je suis passée coach il y a peut-être 4 ans. Voilà. Donc, pluridisciplinaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble de l'équipe couvre toutes les disciplines, donc toutes les compétences nécessaires pour réaliser le produit. Ça ne veut pas dire que tout le monde sait faire tout. Et c'est en effet important de le comprendre, c'est bien ce que précise le Scrum Guide. On peut parfaitement avoir des compétences individuellement et pas forcément des compétences de tout. En revanche, vous allez voir avec Laetitia qu'il y a peut-être une meilleure façon de faire malgré tout pour être encore plus performant. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Donc, une équipe pluridisciplinaire, ça permet deux choses. Premièrement, ça permet d'éviter le risque d'être en goulot d'étranglement si une personne n'est pas là. L'équipe peut plus avancer et on se retrouve avec un sprint avec 0 point. Deuxièmement, c'est aussi, ça arrive parfois, c'est vraiment pouvoir garder une planification, une stratégie de développement produit orientée business value. Quand c'est pas le cas, en fait, ça arrive dans des planifications de sprint où on a le product owner est obligé un peu de raisonner en disant bah oui, je vais prendre des stories qui sont plutôt back, des stories plutôt front, comme ça j'occupe tout le monde. L'enjeu, on rappelle, c'est pas d'occuper tout le monde, c'est vraiment d'optimiser la valeur produite. Donc on a une stratégie produit et on cherche vraiment à se défaire des contraintes de compétences pour avoir plus de flexibilité, plus de souplesse dans le développement du produit logiciel. Donc ça ne veut pas dire non plus pluridisciplinaire que on a des personnes hyper spécialisées dans chacun des domaines. Et là, on parle de truck factor. Truck factor, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de personnes qui, si elles se font écraser, l'équipe est dans la merde. Oh my God! Concrètement, voilà, imaginez, moi j'ai constitué une équipe, je suis manager dans une grosse société, j'ai constitué une équipe avec un développeur front, un développeur back et un ops par exemple. Ben là, en fait, chacun est spécialisé un petit peu dans sa partie. Et ben, si un petit matin, l'ops, il traverse et il se fait écraser par un camion, et ben, l'équipe est dans la merde, elle peut plus livrer en prod. Donc, il faut absolument éviter ce type de situation. Concrètement, comment on va s'y prendre ? Alors, par exemple, tout simplement, au démarrage du produit, vous pouvez, au moment où vous constituez l'équipe, recenser toutes les compétences dont vous pouvez avoir besoin. Imaginons, par exemple, front, back, test et ops, par exemple. C'est juste un exemple. Et vous mettez les niveaux. 0, je connais pas. 1, je suis débutant. 2, moyen. 3, je suis expert. Vous demandez à chaque personne qui constitue l'équipe de remplir ce profil-là. Ce qu'on a souvent, c'est des profils un petit peu hantés où on voit qu'on a plutôt un domaine d'expertise. Par exemple, moi, je suis plutôt bon en test automatisé. Donc, je vais être 3 sur du test, mais je suis ancien développeur. Donc, je sais faire encore un petit peu de back. Donc, je vais être en 1 sur du back. Et l'ops, je connais pas du tout, je suis sur du 0. Donc, vous faites ces petits diagrammes hantés pour chaque personne. Et après, vous superposez. Et vous devez voir que à peu près, on doit avoir une surface à peu près uniforme pour remplir les compétences nécessaires sur le projet. Et surtout, n'oubliez pas, éviter le truck factor. Donc, ces compétences-là doivent être doublées. On ne demande pas forcément d'avoir 2, 3 experts sur la partie test, mais c'est bien d'avoir un truck factor à 2, 3 avec peut-être un expert et un moyen ou un débutant qui pourra ensuite monter en compétences. Mais alors, comment on fait ?
Première étape, donc on a recensé les compétences de l'équipe avec les T, on les a superposées, ça nous donne une vue de ce que l'équipe est capable de faire au démarrage. Deuxième étape, en fait, en tant qu'accompagnant, qu'on soit Scrum Master, coach ou manager, on va chercher évidemment à agrandir la pluridisciplinarité de l'équipe, donc vraiment à augmenter les niveaux d'expertise de chacun, selon les appétences évidemment, mais on va chercher à faire grandir les personnes. Donc là, très important, on a souvent un peu les postures traditionnelles d'experts. Donc ça, c'est très confortable. Enfin, en tant qu'expert, ben voilà, moi je suis le seul dans la société à savoir optimiser les bases de données. Ça me donne un certain pouvoir de connaissances, de compétences. C'est agréable parce que je suis valorisée en tant que sauveur. Je viens au dernier moment démerder les projets en difficulté sur ces aspects-là. Donc c'est quelque chose parfois qui est difficile à accepter par l'expert. Et donc là, l'accompagnant va chercher à justement valoriser cet expert déjà parce qu'il sait faire et d'essayer de le mettre un petit peu en posture de coach pour qu'il fasse grandir les autres personnes. Concrètement, bon, ça se passe comment? On parle beaucoup de pair programming. Donc là, c'est quand deux développeurs se mettent ensemble. On peut très bien imaginer aussi, moi j'appelle ça du pair ops, c'est-à-dire par exemple un ops qui se met avec un développeur, un testeur qui peut se mettre avec un développeur, avec un business analyst, même le product owner. On peut avoir plusieurs combinatoires possibles. L'idée c'est de montrer comment on fait, aussi de verbaliser, ça des fois ça a vraiment une vertu de verbaliser, conceptualiser, de intellectuellement voilà comment je fonctionne. Ok, finalement je me rends compte que c'est pas tout à fait ça, j'affine, l'autre personne challenge, et donc là on a vraiment une intelligence collective qui se crée. Donc on gagne premièrement en expertise et deuxièmement aussi en cohésion d'équipe. Donc c'est super intéressant. Donc, comme on peut le constater, évidemment, il y a un coût initial pour mettre ce type de choses, mais bien évidemment, il faut être clair là-dessus. C'est un coût initial qui sera forcément gagnant à la suite. Quand on a une équipe optimisée qui avance beaucoup mieux et que surtout on travaille beaucoup plus avec cette notion de business value, il est clair et net que l'investissement initial, on le retrouvera très vite et que derrière, on sera même largement gagnant si on peut parler de coût quelque part. Alors, je rebondis sur ce que dit Julie Kael. Par rapport à cet investissement, c'est exactement comme la dette technique. En fait, la dette technique, on investit aussi sur la pérennité du logiciel. Là, on investit sur la pérennité de l'équipe. Et donc, un conseil, c'est rendez cela visible auprès des managers. Vous faites pas ça en off. Sur les heures supplémentaires. Non, c'est visible, c'est intégré dans la vélocité de l'équipe. On en parle aussi pendant la planification de sprint. On sait que l'effort sera peut-être plus important au début et plus fin après. Et on peut même le rendre visible auprès des stakeholders. Il y a il y a aucun mal à ça. On peut même le dire aux stakeholders, ils comprendront tout à fait. C'est juste la vie normale des équipes. Et moi, mon petit doigt, il me dit que tu as encore d'autres conseils à nous donner. Oui, tout à fait. En fait, pour finir, là, on a vu un petit peu comment l'équipe avait ses propres ressources pour grandir en interne, mais on peut aller chercher aussi des ressources vers l'extérieur, qui peuvent être tout simplement de la formation, s'appuyer sur des communautés de pratique, ou même monter des communautés de pratique en interne dans l'entreprise, ou aller à des meet-up, etc. Et troisièmement, tout simplement aussi aller chercher l'aide peut-être dans l'équipe voisine où on sait qu'on a aussi un expert et peut-être croiser les expertises sur plusieurs journées par exemple. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour monter une communauté de pratique, une pratique vraiment essentielle au sein des entreprises pour ce mode de partage, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet qui vous explique comment faire une communauté de pratique et surtout de savoir comment la faire perdurer sur le temps. Et voilà, avec Laetitia, on a été ravis de traiter ce sujet. Surtout Laetitia, mais bon, on profite un peu de son expertise dans cette vidéo. Si jamais vous avez des questions à poser autour de ce sujet, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire, ça nous fera évidemment un grand plaisir de vous répondre. Et on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.